Bonjour à tous et bienvenue sur Psychoster, la série vidéo qui vous aide à identifier, comprendre, accepter et surmonter votre syndrome de l'imposteur. Je suis Kevin Chassang, docteur en psychologie, et je suis là pour vous aider à savoir si vous avez un syndrome de l'imposteur. Avez-vous tendance à attribuer votre situation actuelle, votre position ou vos réussites à des facteurs comme la chance, le hasard ou vos relations? Lorsque vous réussissez, considérez-vous que tout le monde peut en faire autant dans votre domaine? Avez-vous tendance à vous sentir très dévalorisé par les critiques? Et en parallèle, lorsque vous réussissez, vous estimez peut-être avoir trompé ou dupé votre entourage, si bien que vous craignez qu'un jour ou l'autre, cet entourage puisse finalement se rendre compte que vous n'êtes pas si compétent que ça, que vous n'êtes pas si intelligent, et puisse un jour ou l'autre vous démasquer et vous accuser d'imposteur. Ces questions vous concernent? Vous êtes très certainement concerné par ce que nous appelons le syndrome de l'imposteur. Mais qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur et de quoi parle-t-on? Le syndrome de l'imposteur réfère à l'impression de tromper son entourage, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime, de ne pas mériter sa place ou sa situation. Effectivement, les personnes qui présentent un syndrome de l'imposteur vont plutôt avoir tendance à expliquer leur situation par des facteurs que nous appelons externes, c'est-à-dire indépendants d'eux-mêmes, comme la chance, le hasard, une succession d'erreurs, un panel de coïncidences, un concours de circonstances, la facilité de la tâche ou encore leur relation ou la gentillesse des autres. Et cette attribution se fait au détriment de facteurs que nous appelons internes et qui sont là dépendants de soi, comme les connaissances, l'intelligence, les compétences, les aptitudes ou toute ressource personnelle. Pourtant, et c'est étonnant, les personnes qui présentent un syndrome de l'imposteur sont généralement des personnes compétentes, intelligentes, douées, voire brillantes, et qui sont même reconnues comme remarquablement habiles dans leur domaine par leur entourage. Néanmoins, elles gardent ancrée et souvent secrète cette conviction persistante de ne pas être à la hauteur et de pouvoir un jour ou l'autre être démasqué et accusé d'imposteur. Pourquoi est-il important de savoir si vous avez un syndrome de l'imposteur? Tout d'abord pour le mettre à sa juste place, c'est-à-dire celle d'un ressenti. Le syndrome de l'imposteur n'est ni un fait ni une maladie. Il s'agit davantage d'une barrière à l'expression de votre véritable potentiel ou un obstacle à votre bien-être plutôt qu'une pathologie en tant que telle. Voyez le syndrome de l'imposteur comme une sorte de filtre. Une paire de lunettes filtrantes qui vous amène à constamment minimiser, normaliser, dénigrer ou déprécier vos réussites, vos talents, vos compétences ou votre intelligence. Qui dit filtre ne dit pas forcément fait. Il est donc important de déjà considérer ce syndrome de l'imposteur comme un sentiment. Cela vous permettra de commencer déjà à le mettre un petit peu à distance. Ça tombe bien, c'est une première étape essentielle. Ensuite, le fait d'identifier votre syndrome de l'imposteur va tout simplement vous permettre de le connaître. Le syndrome de l'imposteur est très hétérogène, il y a autant de syndromes de l'imposteur que d'individus qui l'expriment. Vous avez donc votre propre façon d'exprimer un syndrome de l'imposteur. Et en connaissant les différentes modalités d'expression de vos sentiments d'imposture, vous allez donc pouvoir les comprendre. Et ça, c'est indispensable, car c'est en le comprenant que vous pourrez justement le surmonter. Je vous propose donc de reconnaître votre syndrome de l'imposteur à partir de ces critères de manifestation. Plusieurs auteurs ont élaboré en 1993 une liste de critères descriptifs et caractéristiques du syndrome de l'imposteur. Cette liste peut aider tant les praticiens à identifier l'expression d'un syndrome chez un individu, mais aussi aider les personnes qui se sentent concernées à mieux comprendre et évaluer comment leur syndrome de l'imposteur peut s'exprimer. Je vous propose de passer en revue ces différentes caractéristiques, il y en a 15, afin de vous aider à pouvoir observer et constater si ces manifestations vous concernent. Elles sont présentées sous forme de questions auxquelles vous allez pouvoir répondre par oui ou par non. Plus vous aurez de réponses positives, plus nous pourrons considérer que le syndrome de l'imposteur vous concerne. Et sachez qu'à partir de 5 réponses positives, nous pouvons estimer que vous présentez un syndrome de l'imposteur. Voyons donc comment se manifeste votre syndrome et sur quoi se base son expression. Première question. Avez-vous tendance à vous décrire comme un imposteur, c'est-à-dire une personne qui aurait triché, plagié, fraudé, une sorte de fraudeur intellectuel qui en fait ne mérite pas sa position et n'est pas légitime là où il en est aujourd'hui? Il s'agit du premier pilier du syndrome de l'imposteur, cette impression de tromper son entourage, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime, de ne pas mériter sa situation, malgré tous les indices objectifs qui pourraient prouver le contraire. Deuxième question, éprouvez-vous des difficultés à recevoir les retours positifs? Les compliments, les marques de reconnaissance ou les félicitations. C'est un critère saillant du syndrome de l'imposteur. Les personnes exprimant ce syndrome ont en effet une tendance naturelle et assez automatique à très vite rejeter, normaliser, minimiser tous les compliments reçus. Observez si c'est le cas pour vous. Troisième question, estimez-vous donc ne pas mériter les retours positifs? Effectivement, les personnes présentant un syndrome de l'imposteur, du fait de leur sentiment d'illégitimité, vont avoir tendance à considérer qu'elles ne méritent pas ou n'ont pas le droit aux retours positifs. Quatrième question, avez-vous constamment tendance à être déçu de vos réalisations et à tout le temps considérer que vous auriez pu mieux faire ou faire plus? Les personnes présentant un syndrome de l'imposteur sont sujettes à une grande insatisfaction chronique, du fait généralement de leurs exigences très élevées. Cinquième question,
Craignez-vous que votre entourage puisse finalement un jour se rendre compte que vous n'êtes pas si compétent, pas si intelligent, pas si capable qu'il pouvait le penser au premier abord? C'est là le deuxième pilier principal du syndrome de l'imposteur. Cette peur irrationnelle de pouvoir un jour ou l'autre être démasqué et accusé d'imposteur ou de compromettre les autres du fait de son imposture supposée. On parle de peur irrationnelle dans la mesure où tous les indices objectifs prouvent en effet le contraire dans la réalité. Sachez que les véritables imposteurs ne se posent pas vraiment la question de leur légitimité, et qu'en parallèle, rares sont les personnes compétentes ou intelligentes qui n'expriment pas de sentiment d'imposture. Sixième question, avez-vous donc peur de l'échec? Pour les personnes présentant un syndrome de l'imposteur, l'échec est vu comme quelque chose de catastrophique, de terrible, d'horrible, car il est synonyme et preuve d'incompétence et d'imposture. Septième question, avez-vous peur de ne pas reproduire ou répéter un succès déjà réalisé dans le passé? Dans le syndrome de l'imposteur, il y a une réelle difficulté à intégrer pleinement ses ressources personnelles. Et de ce fait, les personnes qui l'expriment n'intègrent pas vraiment une confiance en soi, et ne sont donc pas vraiment convaincues de pouvoir réussir à nouveau une tâche familière. Huitième question, avez-vous l'impression de ne pas être la même personne en public et en privé? Donc là, on aborde la notion de masque du syndrome de l'imposteur. Il s'agit de montrer aux autres une image de compétence, de confiance, d'intelligence, qui va être généralement en contradiction totale avec le ressenti interne. Ce masque va alimenter un sentiment d'inauthenticité et d'illégitimité. Car plus le masque se manifeste, plus le décalage entre l'image de confiance montrée aux autres et la dépréciation ou dévalorisation personnelle est important. Voyez si vous avez cette tendance. Neuvième question. Avez-vous tendance à réussir une tâche en craignant pourtant au départ ne pas pouvoir y arriver avant même d'avoir essayé? Sachez que les personnes présentant un syndrome de l'imposteur sont assez pessimistes vis-à-vis de leur réalisation. Elles estiment généralement ne pas pouvoir réussir quoi que ce soit alors qu'elles réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Dixième question, craignez-vous de ne pas réaliser ou atteindre les attentes? Que ces attentes soient posées par vous ou par autrui. Comme je vous le disais tout à l'heure, les personnes présentant un syndrome de l'imposteur ont tendance à avoir des exigences très élevées. Et il n'y a rien de tel pour se prouver qu'on est incapable que de se fixer des objectifs inatteignables. Pourtant, malgré ça, et derrière cette peur de ne pas pouvoir réaliser les attentes, nous retrouvons dans le syndrome de l'imposteur une réelle peur de décevoir les autres. Voyez si c'est le cas pour vous. Onzième question, avez-vous tendance à vous comparer souvent aux autres et à considérer constamment que vous êtes moins capable, moins intelligent, moins performant, moins doué que les autres? Effectivement, les personnes présentant un syndrome de l'imposteur vont avoir tendance à se comparer beaucoup, mais surtout à se comparer de la mauvaise façon. Elles vont généralement identifier leurs difficultés, leurs lacunes et leurs faiblesses en les comparant aux forces, aux facilités et aux talents de leur entourage. Reconnaissez que ça n'aide pas vraiment à gagner en confiance en soi. Douzième question, avez-vous tendance à attribuer votre situation, votre position ou vos succès à des facteurs externes et indépendants de vous comme la chance, le hasard, une succession d'erreurs, la gentillesse des autres, vos relations ou la facilité de la tâche? C'est là le troisième pilier du syndrome de l'imposteur, cette tendance à l'attribution externe, c'est-à-dire vis-à-vis de facteurs indépendants de soi. Cette explication va se faire au détriment de facteurs qu'on appelle internes, qui sont là donc dépendants de soi, comme les connaissances, l'intelligence ou les compétences. Dans le syndrome de l'imposteur, il y a une réelle difficulté à considérer sa part dans ses réussites. Observez votre manière d'expliquer votre situation ou vos succès. 13e question. Pensez-vous que certains rituels de pensée ou comportementaux sont parfois nécessaires pour garantir et assurer une réussite? Dans le syndrome de l'imposteur, il y a certaines croyances superstitieuses. Et les personnes exprimant ce syndrome vont avoir tendance à adopter deux stratégies principales pour réaliser leurs tâches. Il s'agit de la procrastination, le fait de repousser sans arrêt au lendemain ce qu'on est censé faire le jour même, ou le travail frénétique, le fait de s'engager à 100, 200 ou 300% pour réussir. L'ennui, c'est que ces deux stratégies sont des stratégies que nous appelons d'auto-handicap ou d'auto-sabotage. Et malgré le fait qu'elles aboutissent à un succès, elles mettent les personnes exprimant un syndrome de l'imposteur en grande difficulté. Observez si c'est votre cas. 14e question. Avez-vous tendance, notamment dans le domaine professionnel, à considérer ou préférer des positions ou des statuts qui seraient en deçà de votre potentiel réel? Dans le syndrome de l'imposteur, il y a une réelle tendance à ne pas prendre de risques, dans la mesure où occuper un poste qui serait en adéquation avec nos capacités réelles augmenterait le risque de compromettre les autres ou d'être démasqué. Et enfin, 15e question, vous est-il difficile et à quel point d'internaliser concrètement vos talents, vos ressources personnelles, vos forces, vos qualités ou vos compétences en persistant de croire, malgré tous les indices qui pourraient prouver le contraire, que vous n'êtes définitivement pas à la hauteur et que vous êtes donc un imposteur? Très bien, vous avez donc pu là vous positionner sur les 15 critères caractéristiques du syndrome de l'imposteur. Comptez le nombre de réponses positives et observez à quel point ce syndrome peut vous concerner.
Plus vous avez de réponses positives, plus nous pouvons considérer que le syndrome de l'imposteur s'exprime chez vous. Et à partir de 5 réponses positives, considérez que vous manifestez ou exprimez un syndrome de l'imposteur avéré. Mais ensuite, qu'allez-vous donc pouvoir en faire? Vous êtes en train d'identifier votre syndrome de l'imposteur et donc de cibler concrètement ces manifestations vous concernant. Vous êtes donc en train de développer votre connaissance du syndrome afin de le comprendre pour vous et avoir une idée de l'importance et de la fréquence des sentiments d'imposture vous concernant. En ciblant, en connaissant et en comprenant votre syndrome de l'imposteur, vous allez donc pouvoir initier un plan d'action concret, spécifique et adapté à votre problématique. Comme je vous le disais, le syndrome de l'imposteur est très hétérogène, vous avez donc votre propre façon de l'exprimer et donc votre propre façon de pouvoir le surmonter. Mais comment allez-vous faire? Par quelles actions concrètes vous allez pouvoir atténuer vos sentiments d'imposture? À l'issue de cette vidéo, vous allez pouvoir télécharger une fiche pratique. Prenez le temps d'y réfléchir afin d'ensuite justement trouver des actions concrètes à mettre en place vis-à-vis de ces manifestations pour surmonter votre syndrome. Par exemple, si vous éprouvez des difficultés à recevoir les compliments, apprenez à les recevoir et à dire peut-être tout simplement au début « merci ». Ces compliments sont effectivement adressés par des personnes extérieures à vous. Elles sont donc au-delà de votre filtre du syndrome de l'imposteur. Ces messages positifs réfèrent donc peut-être à des choses que vous n'auriez-vous pas vues naturellement du fait de vos sentiments d'imposture. Il semble donc tout à fait pertinent d'y accorder peut-être un minimum d'importance. Si vous êtes constamment déçu de vos réalisations, en estimant que vous pourriez toujours mieux faire, questionnez vos exigences élevées, observez les éléments du contexte et essayez de faire preuve de gratitude vis-à-vis de ce que vous avez déjà pu réaliser. Vous verrez, cela vous aidera à augmenter votre satisfaction personnelle et à gagner en confiance en soi. Si vous avez tendance à expliquer vos réussites ou votre situation par des facteurs essentiellement externes, essayez d'identifier vos talents et ressources personnelles qui ont pu aboutir et maintenir ce succès. Si vous portez le masque de l'imposteur, si vous avez l'impression de ne pas être la même personne en public et en privé, questionnez l'objectif de ce masque. S'agit-il d'éviter le rejet? S'agit-il d'éviter la désapprobation? Mais surtout, en quoi ce masque peut alimenter votre mal-être? Vous pourrez donc décider de développer ensuite votre authenticité. Si vous avez peur de l'échec, essayez de voir l'échec comme une grande source d'apprentissage. On n'apprend jamais mieux que lors des situations négatives. Et les personnes présentant un syndrome de l'imposteur ont généralement oublié que pour réussir, il était nécessaire d'abord d'échouer beaucoup, et qu'un échec est juste une étape d'apprentissage en tant que tel. C'est donc loin d'être une preuve d'imposture. Prenez donc dans votre fiche pratique chacun des critères qui vous concernent afin d'identifier des actions concrètes à mettre en place dans ce sens. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce syndrome de l'imposteur afin de pouvoir l'appréhender de manière ciblée en fonction de votre problématique. N'hésitez pas à télécharger la fiche pratique afin d'avoir toutes les notions. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo afin de continuer à vous aider à identifier, comprendre, accepter et surmonter votre syndrome de l'imposteur. À bientôt chez Psychoster.